La morale. On considère souvent que la foi est nécessaire pour imposer la morale. On considère souvent que la morale ne peut relever que de la foi. Mais s'il en était ainsi, il nous serait impossible de nous mettre d'accord sur une morale qui nous conviendrait à tous. Si l'on opte pour une morale relevant de la foi, il s'agira d'une morale intrinsèquement connectée aux sentiments d'un peuple, d'une communauté, et ce qui sera considéré moral pour les uns pourra être d'une ignominie sans nom pour les autres. Aussi, conviendrait-il de se mettre d'accord sur une morale générale. Mais beaucoup considèrent que l'on ne peut pas établir une morale générale, que la morale n'est qu'une affaire de sentiments personnels, que la morale ne saurait relever de la raison. Mais il n'y a rien qui ne saurait échapper à la raison. La raison est dans les fondements de tout. Tout l'univers repose sur les lois de la physique, fondées sur des bases purement mathématiques relevant de la raison. Tout l'univers relève de la raison. Notre organisme, nos activités cérébrales, tout en nous se fonde sur une logique purement mathématique. Tout en nous relève de la raison. Tout relève de la raison et c'est pour cela que le monde nous est connaissable. Parce que l'on sait écouter la raison. Parce que notre conscience sait écouter la raison. Notre conscience qui émerge de la raison. Ainsi, nos consciences peuvent se mettre d'accord sur une morale générale. Puisque nos consciences relèvent de la raison, et puisque rien ne saurait échapper à la raison, puisque tout dans l'univers relève de la raison, la morale ne saurait être étrangère à la raison. Mais comment fonder une morale à partir de la raison? On me dit souvent que c'est malaisé, que ça paraît impossible. Mais on peut pour le moins établir une morale par provision, une morale de commodité. Et se mettre d'accord, pour le moins, sur une morale de commodité est des plus essentiels pour le bien vivre en société. En effet, si, considérant que rien ne me prouve au vu de la raison, qu'il serait mal que pour mon bien, je m'autorise à faire du mal à l'autre, si, au vu de ce raisonnement, je décide de m'autoriser à faire du mal à l'autre lorsque je peux en tirer un bénéfice, je devrais prendre en considération que l'autre pourra suivre le même raisonnement que moi, et que dans une société où tout un chacun suivrait un tel raisonnement, il serait bien périlleux de sortir de chez soi. On ne serait jamais assuré de ne pas avoir quelque ennemi embusqué au coin de la rue. Dans une société où chacun considérerait
qu'en l'absence de démonstration rationnelle pour justifier qu'il est mal de faire du mal à l'autre lorsque l'on peut en tirer un bénéfice, dans une telle société, chacun pourrait être une menace pour l'autre. Chacun pourrait être une menace pour moi. De sorte que, si chacun se dit qu'au vu de la raison, rien ne prouve qu'il est mal de faire du mal à l'autre pour son bénéfice personnel, si chacun se dit qu'en conséquence, il va s'autoriser à faire du mal à l'autre lorsqu'il pourra en tirer un bénéfice, dans un tel cas de figure, chacun pourra être une menace pour l'autre. De sorte que, ne fût-ce que si l'on veut vivre en sécurité dans la société, quand bien même ne trouverait-on pas de justification rationnelle pour soutenir qu'il est mal de faire du mal à l'autre pour son bénéfice personnel, quand bien même ne trouverait-on pas dans la raison une morale absolue, quand bien même ne parviendrait-on pas à trouver une morale qui relèverait de la raison, devra-t-on adapter une morale par provision pour ne pas se trouver en danger face à l'autre. L'autre et moi-même devrons se mettre d'accord sur cette morale par provision qui consistera à ne pas se faire du mal l'un à l'autre, quand bien même on pourrait en tirer un bénéfice personnel. Ne fût-ce que pour le bien vivre en société, pour ne pas se trouver en danger dans la société, quand bien même rien ne nous permettrait de mettre en évidence une morale relevant de la raison, devra-t-on adopter cette morale par provision qui consistera à ne pas faire du mal à l'autre quand bien même on en tirerait un bénéfice personnel. Et cette morale par provision devrait rationnellement s'imposer, chacun ayant autant intérêt à ne pas se trouver menacé par l'autre. Mais doit-on considérer que cette morale par provision suffit ? Doit-on considérer qu'il n'est pas possible de mettre en évidence une morale qui relèverait de la raison ? Certes, cette morale par provision est indispensable, à défaut de mieux. À défaut de mieux, cette morale par provision est indispensable pour le bien vivre en société. Ce qui en fait une morale que tout un chacun devrait s'imposer afin de ne point risquer de voir en l'autre une menace potentielle. Sauf qu'il y a des individus qui, du fait de leur position avantageuse par rapport à autrui dans la société, pourraient se sentir en situation de pouvoir enfreindre cette morale par provision sans redouter le moindre risque pour la sécurité de leur personne. Du coup, il serait particulièrement important de mettre en évidence une morale relevant de la raison. Une morale que l'on n'oserait point enfreindre dès que l'on en aurait pris conscience, tellement elle serait intrinsèquement liée à la raison même. Mais on me dit souvent que c'est impossible, que la morale échappe à la raison. Mais c'est là oublier que rien n'échappe à la raison.
le cosmos reposant entièrement sur un ordre mathématique relevant de la raison. Tout dans le cosmos repose sur une mécanique purement rationnelle, jusqu'au fondement de l'univers dans l'infiniment petit de l'échelle atomique, en passant par le mouvement des corps célestes, les mécanismes de notre organisme, la mécanique de notre cerveau, l'origine même de notre conscience. Qui sait écouter la raison parce qu'elle émerge de la raison? La raison qui est cause de tout et qui ne saurait pouvoir déterminer une morale absolue. Car la raison ne saurait être limitée. Seul notre entendement, notre capacité à percevoir la raison peut être limitée. Mais la raison ne peut être limitée. La morale ne saurait être inconnue à la raison. Et notre conscience, qui sait écouter la raison, parce qu'elle émerge de la raison, pourra avoir accès à cette morale rationnelle. Davantage harmonisera-t-on notre conscience avec la raison, davantage pourra-t-on tirer toujours plus d'informations de la raison. Et, puisque tout trouve son origine dans la raison, puisque notre conscience qui émerge de la raison sait écouter la raison, davantage on écoutera cette dernière, davantage pourra-t-elle nous révéler une véritable morale rationnelle. Et comment peut-on trouver cette morale rationnelle? En commençant par souligner des observations simples et à poser les questions les plus simples qu'elles soulèvent. Ainsi, si, pour mon bénéfice personnel, je me trouve en situation de pouvoir plus aisément obtenir ce que je souhaite, à condition de nuire sciemment à une autre personne. Si je décide de le faire, je devrais me demander qu'est-ce qui m'y autorise. Qu'est-ce qui pourrait m'autoriser à faire du mal à autrui pour mon bénéfice personnel? Pour cela, il faudrait que mon bénéfice soit plus important que celui de l'autre personne. Et comment savoir si c'est le cas au-delà de mon intime conviction? Car si l'intime conviction de l'un le conduit à concevoir son intérêt comme prioritaire, l'intime conviction de l'autre ira dans le sens de la priorité à cet autre. Donc, comment savoir si mon bénéfice est plus important que celui d'autrui, autrement qu'en cherchant à savoir si je suis plus important qu'autrui? Et comment savoir si je suis plus important qu'autrui? Il faut s'intéresser à ce qui me distingue essentiellement d'autrui. Qu'est-ce qui, en moi, pourrait me rendre meilleur que l'autre? Ma personnalité?
Non, car ma personnalité ne définit pas mon moi. En effet, avec un vécu différent, ma personnalité aurait été différente, jusqu'aux changements les plus radicaux suivant la différence de vécu. Si j'avais subi un traumatisme crânien auquel j'aurais survécu, j'aurais pu en sortir avec une personnalité changée. Mais, dans tous les cas, quelles que soient les versions possibles de ma personnalité, aucune d'elles ne pourrait faire de moi quelqu'un d'autre que moi-même. De sorte qu'il en ressort que ce n'est pas ma personnalité qui définit mon moi. Et, puisque ma personnalité ne saurait définir mon moi, la raison ne saurait m'autoriser à considérer les qualités de ma personnalité pour démontrer ma supériorité par rapport à l'autre. Et pourrais-je me considérer plus important en rapport à mon corps, à la beauté de mon corps par rapport à celle d'un autre? Non, car mon corps ne définit pas mon moi. Mon corps change. Les cellules qui le composent meurent pour être remplacées par des nouvelles, de sorte que je n'ai plus, aujourd'hui, le corps que j'avais hier, et que je n'aurai plus demain le corps que j'ai aujourd'hui. Et si je subis un grave accident duquel j'en sors vivant, mais fortement défiguré et gravement endommagé dans mon intégrité physique, mon corps y perdra ses qualités esthétiques et fonctionnelles sans pour autant que j'en devienne quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, puisque mon corps ne peut définir mon moi, rien de ce qui caractérise mon corps ne saurait m'autoriser à soutenir la supériorité de mon moi par rapport à l'autre. Et pourrais-je me considérer supérieur par rapport à mon génome? Non, car mon génome ne définit pas mon moi. Si on faisait un clone de moi, il aurait le même génome que moi. Mais il serait lui et non pas moi. Et si on faisait des manipulations géniques in vivo dans mon génome, on pourrait potentiellement, au fur et à mesure des manipulations, le changer toujours davantage sans que je n'en devienne pour autant quelqu'un d'autre que moi-même. Donc mon génome ne définit pas mon moi. Donc je ne peux raisonnablement considérer mon moi supérieur au regard de mon génome. Ni ma personnalité, ni mon corps, ni mon génome ne peuvent définir mon moi. Ni la personnalité, ni le corps, ni le génome de l'autre ne peuvent le définir. Quel que soit ce qui me caractérise et caractérise l'autre,
rien n'est intrinsèquement lié à moi ou à l'autre, rien n'est immuable en moi ou en l'autre, à tel point que je ne saurais mieux me distinguer de l'autre en considérant que je suis moi et qu'il est lui. Il n'y a pas de distinction plus essentielle entre moi et l'autre que cette constatation. Je suis moi et il est lui. Aussi, vu qu'aucune de mes qualités ne font que je suis moi, puisque rien ne permet de me distinguer de l'autre qualitativement, vu que la seule distinction qualifiable entre moi et l'autre est je suis moi et il est lui. Et, puisque rien dans ce je suis moi ne m'autorise à considérer ce dernier comme valant davantage qu'un il est lui, puisque rien dans ce moi n'est qualifiable pour soutenir la valeur supérieure de ce moi par rapport à celle de ce lui, puisque rien dans mon moi ne me permet de soutenir ma supériorité à un lui, puisque rien de qualifiable ne distingue mon moi d'un autre que moi. Rien ne m'autorise de considérer que mon moi puisse valoir plus que celui d'un autre. Puisque la seule distinction qualifiable entre moi et l'autre est je suis moi et il est lui, puisque rien en ça ne saurait mettre en exergue une valeur supérieure à moi par rapport à l'autre, rien ne saurait m'autoriser à décider de nuire à cet autre pour le bénéfice de mon moi. Puisque rien dans mon moi n'est qualifiable pour soutenir qu'il vaut davantage qu'un autre que moi, rien ne saurait m'autoriser de décider de nuire à l'autre au bénéfice de mon moi. En somme, la raison nous impose cette morale reposant sur l'observation logique que seule une valeur supérieure de moi par rapport à l'autre pourrait, d'un point de vue logique, justifier que je m'autorise de décider de nuire à l'autre au bénéfice de mon moi. Qui me dit que, d'un point de vue logique, je ne peux m'autoriser de décider de nuire à l'autre au bénéfice de mon moi, puisque rien de qualifiable ne me permet de mettre en exergue une valeur supérieure de mon moi par rapport à celui d'un autre que moi. Aussi, puisque la raison me montre que rien de qualifiable ne me permet de distinguer mon moi de celui d'un autre que moi, autrement que par « je suis moi et il est lui ». Puisque la raison me montre que, d'un point de vue logique, rien dans ce « il et lui » ne me permet de soutenir que ce « lui » vaut moins que moi. La raison me dit que, si je ne veux pas me trouver forcé de devoir logiquement me reconnaître une certaine insuffisance intellectuelle m'empêchant de réfléchir logiquement, je me dois, au vu de la logique, reconnaissant que rien de qualifiable en moi ne saurait m'autoriser à soutenir que ce moi vaut plus que celui d'un autre que moi, de m'interdire de nuire à l'autre au bénéfice de mon moi.
puisque rien en moi ne me permet de distinguer ce moi d'un autre que moi, si ce n'est par je suis moi et il est lui. Puisque rien en ça ne me permet de soutenir une valeur supérieure de l'un par rapport à l'autre. Puisque rien dans mon moi ne me permet de soutenir qu'il vaut davantage que celui d'un autre que moi. Rien ne saurait m'autoriser à considérer que mon bénéfice ait davantage d'importance que celui d'un autre. Rien ne saurait m'autoriser de décider de nuire à l'autre au bénéfice de mon moi. Par conséquent, puisque rien de qualifiable ne distingue mon moi de celui d'un autre que moi, et puisqu'il en ressort que l'on ne saurait en conséquence soutenir que mon moi vaut plus que celui d'un autre que moi, la raison me dit que je n'ai aucune raison de m'autoriser à considérer que je puisse m'autoriser de décider de nuire à l'autre au bénéfice de mon moi. Me démontrant que rien de qualifiable ne saurait me permettre de soutenir que mon moi ait une valeur supérieure à celui d'un autre que moi, la raison m'intime l'ordre de ne pas chercher à nuire à l'autre au bénéfice de mon moi. De la raison émerge une morale. Ainsi ai-je eu la révélation de la raison morale. Quoi